Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en application les théorèmes que l'on a vus dans le chapitre 4, donc les théorèmes du centre d'inertie et de l'énergie cinétique pour les systèmes de points. On va mettre ça en application dans le cadre des collisions. Alors commençons par voir les collisions élastiques. Tout d'abord, les collisions. C'est quoi une collision? Alors on dit qu'il y a collision entre deux ou plusieurs particules quand ces corps subissent une interaction de courte portée et de courte durée. Alors, courte portée, ça veut dire que l'interaction va se manifester dès lors que la distance entre les corps se trouve en dessous d'une certaine distance. Si les corps sont assez éloignés, il n'y aura pas d'interaction, et dès que les corps sont assez proches, on aura une interaction assez forte. De courte durée, eh bien, cette interaction va durer un petit temps. Un exemple classique, c'est le choc entre un projectile et une cible. Lorsque le projectile est loin de la cible, les deux n'interagissent pas du tout. C'est lorsque le projectile entre en contact avec la cible que les molécules vont vraiment interagir entre elles et que l'interaction va être en général importante, et cette interaction va durer peu de temps comparée à la durée de l'expérience. Typiquement, quand vous faites rebondir une balle sur une table, la durée de la collision, c'est quelques millisecondes, comparé à la durée de la chute qui peut durer quelques secondes. Une réaction chimique est aussi une réaction que l'on peut traiter dans le cadre des collisions. On peut considérer que les molécules vont interagir fortement quand elles seront suffisamment proches, et cette interaction va probablement réarranger les liaisons chimiques, va produire de nouvelles particules, et cette interaction est de courte durée. Une réaction chimique, typiquement, la durée de l'interaction, eh bien, c'est en général quelques femtosecondes, donc quelques 10 puissance moins 15 secondes, donc c'est très court, devant, par exemple, le temps que mettent les molécules à se rencontrer, par exemple. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir un choc pour parler de collision. Par exemple, lorsqu'une comète passe à proximité du Soleil, on peut traiter ça comme une collision, dans le sens où, lorsque la comète est loin du Soleil, la force d'interaction est assez faible, puisqu'elle décroît en 1 sur R2, et que l'interaction va être assez importante lorsque la comète va frôler l'étoile, ce qui fait que ça va la dévier de sa trajectoire, et le Soleil va la renvoyer dans une autre direction. Mais on peut considérer que l'interaction, elle sera importante quand la comète est au plus proche de l'étoile. Là, la durée de l'interaction, elle peut se compter en jours, hein, mais il faut comparer ça à la période de la comète. Hein. Si la comète passe à proximité du Soleil tous les 100 ans et qu'elle interagit fortement pendant quelques jours, on voit bien que finalement, quelques jours comparé à 100 ans, c'est vraiment tout petit. C'est pourquoi il est plus facile de considérer qu'il y a un espace temporel pour lequel on ne sait pas grand-chose, le moment du choc, et qu'il y a un avant et un après. Et que, malgré tout, si on connaît le système avant le choc, ben on peut dire un minimum de choses sur ce qui doit se passer après, bien que l'on ne sache pas exactement ce qui se passe pendant la collision. Alors comment on s'y prend? Eh bien d'abord, il s'agit d'appliquer les lois de la physique au système de particules. On prend comme système l'ensemble des particules qui vont interagir pendant la collision. Ici, j'ai pris un exemple où on a un système de 2 particules. Ce système de n particules, eh bien, il est supposé isolé, c'est-à-dire que ce système n'interagit pas avec l'extérieur. Et c'est les forces intérieures qui vont agir, notamment pendant la collision. En vertu des théorèmes que l'on vient de voir, on peut dire deux choses. Si on applique le théorème du centre d'inertie, le système des particules étant isolé, ça veut dire que la quantité de mouvement du système se conserve. Ça veut donc dire que si j'écris la quantité de mouvement du système avant la collision, elle doit être égale à la quantité de mouvement après. Donc P du système avant est égal à P du système après.
Ça, c'est une première loi de conservation qu'il faut toujours écrire quand on a affaire à une collision. Deuxième relation, si vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, c'est le travail des forces extérieures plus le travail des forces intérieures. Mais ici, comme le système est isolé, il n'y a pas de force extérieure, le travail est nul, et seules les forces internes travaillent. Ici, les forces internes vont travailler pendant la collision. Et donc, l'énergie cinétique du système après la collision et l'énergie cinétique du système avant sont deux termes qui, a priori, sont différents et qui sont donnés par cette relation-là. Ça, ce sont les relations que l'on peut toujours écrire pour des collisions. Maintenant, venons-en aux collisions élastiques. Alors, on dit qu'une collision est élastique si les interactions internes ne travaillent pas. Autrement dit, W intérieur égale 0. Concrètement, cela signifie en général que le système ne se déforme pas, qu'il n'y a pas d'échauffement, que le nombre de particules avant et après est identique, que la nature des particules ne change pas. Voilà ce que ça signifie. L'exemple typique d'une collision élastique, c'est par exemple le choc entre des billes de billard ou entre des boules de pétanque. Typiquement, si vous lancez une bille de billard contre une autre bille, la bille de billard étant assez dure, lors du choc, les forces d'interaction vont peu déformer la bille de billard, ce qui fait que le choc sera presque élastique. Dans ce cas-là, les relations sont très simples, puisqu'il suffit d'écrire deux relations, conservation de la quantité de mouvement, P avant égale P après, et puisque W intérieur égale 0, ben on dira que l'énergie cinétique du système après le choc est égale à l'énergie cinétique du système avant. Voilà les deux relations de conservation que vous pouvez écrire dans une collision élastique. Alors notez une chose importante, c'est que malgré tout, quand vous écrivez ces relations, vous n'aurez pas assez d'équations pour traiter le problème. Pourquoi? Parce que vous ne décrivez pas ce qui se passe pendant la collision. Si on ne décrit pas ce qui se passe pendant la collision, évidemment, il nous manquera une information. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer après un choc si on ne sait pas ce qui se passe pendant le choc, ça me paraît un peu évident. Donc ces équations-là, elles vont nous donner des renseignements, mais souvent, ce ne sera pas suffisant. Justement, pour illustrer un petit peu la problématique, imaginez, vous lancez un projectile sur une cible. Et supposez que la collision soit élastique. Vous lancez une bille de billard sur une autre bille de billard, par exemple. La particule 1 de masse M1 est envoyée avec une vitesse V1 sur une particule M2 qui est au repos. C'est une cible. Ça, c'est avant le choc. Pendant la collision, je fais exprès de nier ce qui se passe, de ne pas voir ce qui se passe, c'est trop compliqué à décrire, donc je ne décris pas. Après la collision, les particules vont avoir une vitesse V'1 et une vitesse V'2. Les masses ne changent pas, puisque, encore une fois, la nature des particules ne change pas. On est dans l'espace ici, hein, donc a priori, l'orientation des vitesses, elle est quelconque. Si j'écris les relations de conservation, j'écrirai la conservation de la quantité de mouvement, donc la quantité de mouvement avant du système, c'est M1V1. La quantité de mouvement du système après, c'est M1V1' plus M2V2'. Voilà une première relation. Deuxième relation, la conservation de l'énergie cinétique du système. Alors le système, au début, il a une énergie cinétique qui vaut 1,5 de M1V1 carré, et à la fin, son énergie cinétique vaut 1,5 de M1V'1 carré plus M2 de M2V'2 carré. Quand vous écrivez la conservation de l'énergie cinétique, on obtient, si j'enlève les 1,5, on obtient M1V1 carré égale M1V'1 carré plus M2V'2 carré. Alors, regardez ici. Combien d'équations j'ai? J'ai une équation vectorielle, donc si je la projette dans les trois directions de l'espace, ça va me faire 3 équations, plus une quatrième équation ici. Donc là, j'ai 4 équations. Combien d'inconnus? Je connais l'état cinématique initial, donc je connais la vitesse V1. Ce que je cherche, c'est l'état cinématique, c'est les caractéristiques cinématiques du système après. Donc c'est V'1, V'2.
Si on est dans l'espace, évidemment, j'ai 3 composantes pour V'1, 3 composantes pour V'2, donc j'ai 6 inconnus. Alors, notez qu'en réalité, j'en ai pas 6, mais j'en ai plutôt 5. Parce que, vous voyez ici, d'après l'équation là, M1V1 égale M1V'1 plus M2V'2, bah, ça veut dire que V'1 et V'2 sont dans le même plan que V1. Ça veut donc dire que V'1 et V'2 sont dans un plan qui contient ici l'axe, la droite qui porte la vitesse V1. Autrement dit, ce plan-là, il peut tourner autour de cet axe, et donc pour décrire ce plan, que j'appelle pi, ici, pour décrire ce plan pi, il me suffit d'un angle, cet angle-là. Là. Et si vous connaissez cet angle, bah vous définissez le plan. Et une fois que ce plan est trouvé, eh bien dans ce plan, le vecteur vitesse V'1 n'a que 2 composantes, et V'2 n'a que 2 composantes. Donc autrement dit, j'ai 2 inconnus ici, plus l'angle ici qui n'est pas connu. Donc au total, j'ai 5 inconnus. Donc si on fait un récapitulatif, j'ai 4 équations, 5 inconnus. Donc vous voyez bien, on n'est pas capable de résoudre le problème. Là, j'insiste, la raison profonde, c'est parce qu'on ne décrit pas ce qui se passe pendant la collision. Mais c'est pas forcément gênant, hein. On peut très bien faire une mesure pour déterminer une inconnue, par exemple, l'angle ici qui donne le plan, hein, dans quel plan on se trouve, par exemple, ça me fait une inconnue à déterminer. Ça peut être θ, hein, ça peut être θ2, ça peut être la norme de la vitesse. Enfin, oui, on peut très bien mesurer une grandeur inconnue, et les équations que je vais écrire vont me permettre de trouver les autres grandeurs. Alors, justement, on va un petit peu visiter différentes situations pour voir ce que les équations disent. Par exemple, imaginez que vous lanciez un projectile sur une cible et que la cible et le projectile ont la même masse, m1 égale m2. C'est exactement ce qui se passe dans le cas du billard. Dans ce cas-là, on peut simplifier par la masse. Donc les équations deviennent V1 égale V'1 plus V'2. Et la conservation de l'énergie cinétique donne V1 carré égale V'1 carré plus V'2 carré. Alors là, vous voyez, il y a une propriété qu'on peut tout de suite remarquer, c'est que si j'élève cette relation au carré, je vais avoir V1 carré égale V'1 carré plus V'2 carré, plus 2 V'1 produit scalaire V'2, le double produit. Par contre, ici, j'ai V1 carré égale V'1 carré plus V'2 carré. J'ai pas de terme supplémentaire. Ça veut donc dire que V'1 produit scalaire V'2 vaut 0. Et donc, ça veut dire que V'1 est perpendiculaire à V'2. On obtient un résultat que tous les joueurs de billard connaissent. Si vous lancez une bille de billard sur une autre bille de billard, étant donné qu'elles ont la même masse, eh bien, lors du choc, vous ne savez pas forcément quels sont les angles θ1 et θ2, mais ce que vous savez, c'est que les deux billes vont s'éloigner en formant un angle droit entre les deux directions. V'1 et V'2 forment un angle droit. Concrètement, voilà ce qui va se passer. Ne partent pas avec la même vitesse, mais la direction entre les deux vecteurs vitesse est de 90 degrés. Imaginez maintenant une collision élastique directe, c'est-à-dire une collision élastique frontale, ce qui fait qu'après le choc, par symétrie, les particules auront une vitesse qui sera suivant le même axe. Autrement dit, on a un problème à une dimension, et dans ce cas-là, quand on écrit les équations de conservation de la quantité de mouvement, on écrit M1V1 plus M2V2 égale M1V'1 plus M2V'2. Donc là, j'ai enlevé les flèches. V1, V2, c'est la composante de la vitesse suivant l'axe OX, et V'1, V'2, c'est la composante de la vitesse suivant l'axe OX. Et pour l'énergie cinétique, j'ai M1V1 carré plus M2V2 carré égale M1V'1 carré plus M2V'2 carré. Alors on va résoudre ce système d'équations, mais vous voyez, quand on compte le nombre d'équations, on voit bien qu'on en a deux. Et quand on compte les inconnus, on en a aussi deux. Les inconnus, c'est V'1, V'2. Donc ce système admet des solutions, on connaît les solutions. Voilà. D'accord. Mais là, bien sûr, on a dû faire l'hypothèse que le choc est direct, hein. On a restreint le problème à une dimension.
Deuxième remarque, regardez la symétrie des équations. Et si vous intervertissez les indices 1 en 2 et 2 en 1, ben vous trouvez exactement la même équation. Ça ne change rien. Alors ça veut dire la chose suivante, c'est que la solution de ce système d'équations présentera la même symétrie. Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on aura V'1, en fonction de M1, M2, V1, V2, il suffira d'intervertir les indices 1 en 2 pour avoir V'2. Alors je vous montre comment on résout ce système d'équations. Pour cela, je vais passer au tableau. Alors voilà notre système d'équations. Alors là, il y a une petite astuce qui consiste à mettre les vitesses de la particule 1 du côté gauche, par exemple, et mettre les vitesses de la particule 2 du côté droit. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est de remarquer que là, on a une identité remarquable, on a A2 moins B2, alors que là, on a A moins B. Même chose ici. Donc vous voyez, si on fait, là j'ai l'équation 1, là j'ai l'équation 2, si je fais 2 sur 1, je vais avoir la masse M1 ici qui va disparaître, la masse M2 qui va disparaître, et je vais avoir V1 carré moins V'1 carré sur V1 moins V'1, d'après l'identité remarquable, ça va me faire V1 plus V'1, égale, même chose, A2 moins B2 sur A moins B, ça fait A plus B, donc V'2 plus V2. Donc ça c'est l'équation 2 sur 1. Et je reprends l'une des deux équations, je vais reprendre la plus simple, M1, V1 moins V'1 égale M2, V'2 moins V2. On peut chercher à éliminer V'2. Donc je remplace V'2 dans l'équation 1. Ensuite, je rassemble les termes en V'1. Et il ne me reste plus qu'à diviser par M1 plus M2. Et pour V'2, eh bien, je vais utiliser la symétrie. Il suffit juste d'intervertir les indices. Donc 1 donne 2, 2 donne 1. Donc M moins MM2 va donner M2 moins M1. V1 va donner V2. 2M2 V2 va donner 2M1 V1. Et M1 plus M2 ne va pas changer. Voilà le résultat que l'on obtient. Donc je les remets ici. Et maintenant, essayons de faire parler un petit peu ces formules. Prenons par exemple le cas d'un rebond élastique, c'est-à-dire un rebond d'une bille, par exemple, sur un obstacle extrêmement lourd, au repos. Si vous faites V2 égale 0, ce terme disparaît, et si M2 est très grand devant M1, M moins MM2, c'est à peu près moins M2. Et M1 plus M2, c'est à peu près M2. Du coup, vous allez avoir V'1 égale moins V1. V'1 égale moins V1, et si vous remplacez ensuite, si vous regardez dans la formule V'2, ben vous allez trouver quasiment V0, puisque si V2 vaut 0, ce terme-là disparaît, et vous allez avoir 2M1 V1 sur M1 plus M2, mais comme M2 est très grand devant M1, M1 sur M2 c'est quasiment nul, très petit, ce qui fait que la vitesse V'2 sera quasiment nulle. Autrement dit, le projectile va
changer de vitesse, de direction, en fait, il va repartir dans l'autre sens avec la même vitesse, et la cible, elle, ne va être quasiment pas perturbée par le choc, si sa masse est très importante. Donc, d'ailleurs, c'est une des manières de vérifier qu'on a un choc élastique, hein. Si vous faites tomber une bille sur un support lourd et fixe, si la bille rebondit avec une vitesse opposée, et donc si elle rebondit à la même hauteur, quasiment, hein, vous avez un choc quasi élastique. Deuxième cas de figure intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand donc, vous avez une collision directe avec deux particules de même masse. Sachant que, alors tout à l'heure on a vu que quand on envoie deux billes, quand on envoie une bille sur une autre et que la masse est égale, ça part avec un angle droit. Mais ici, on est dans le cas d'une collision directe à une dimension. Donc il n'est pas question d'avoir un angle droit, hein, les particules vont partir avec la même direction. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ben, si vous faites m1 égale m2, ce terme-là va disparaître, et 2m2v2 sur m1 plus m2, ça va faire v2. On aura v'1 égale v2. Et on va avoir ici m2 moins m1 qui vaut 0. 2m1v1 sur m1 plus m2, ça va me faire v1. On aura donc v'1 égale v2, v'2 égale v1. Autrement dit, on a ce qu'on appelle un transfert de vitesse, c'est-à-dire que, ou un échange de vitesse. La particule 1 part avec la vitesse qu'avait la particule 2, et la particule 2 part avec la vitesse qu'avait la particule 1. C'est par exemple ce qui se passe quand on fait un carreau au billard ou à la pétanque. Voilà par exemple une démonstration. Hop, vous voyez, donc ça c'est un carreau. Dernier cas intéressant, c'est le cas où les deux corps ont des vitesses, mais l'un des deux a une masse très importante devant l'autre. Dans ce cas-là, on peut simplifier un peu les équations. Si m2 est très grand devant m1, m1 moins m2, ce sera à peu près moins m2, et m1 plus m2 à peu près m2. De sorte qu'on va avoir v'1 à peu près égal à 2v2 moins v1. Et v'2 sera à peu près égal, alors si m2 est très grand devant m1, là ce sera à peu près m2, là c'est m2, donc v'2 égale v2 plus 2m1 v1 sur m2, mais comme m1 est très petit devant m2, bah ça fait quasiment 0, donc on peut le négliger. Et donc v'2 sera à peu près égal à v2. Voilà ce qui se passe à peu près. Alors là, c'est intéressant à commenter. Autrement dit, quand vous lancez une bille sur une grosse bille, eh bien, la grosse bille, elle est imperturbable, sa vitesse ne va pas changer. Par contre, la petite bille, elle, ce qui se passe, c'est que la vitesse ici, sa vitesse change de signe, on a moins v1, et en plus s'ajoute 2 fois la vitesse de la bille que vous visez. C'est par exemple ce qui se passe quand vous jouez au tennis. Quand vous tapez une balle de tennis qui vous arrive dessus avec votre raquette, la raquette étant très lourde devant la balle, eh bien, la vitesse de la balle rebondit sur la raquette et sa vitesse devient 2v2 moins v1, c'est-à-dire 2 fois la vitesse de la raquette moins la vitesse de la balle de tennis. Autrement dit, la balle de tennis rebondit en inversant sa vitesse et auquel s'ajoute 2 fois la vitesse de la raquette. Donc on peut, vous voyez, accélérer facilement une balle de tennis en tapant assez fort sur la balle de tennis. Il y a une autre expérience qui permet d'illustrer cette loi, c'est l'expérience du canon de Galilée. Alors je vous explique de quoi il s'agit. L'effet canon de Galilée, c'est assez facile à voir avec une balle de ping-pong et une balle de tennis, par exemple. Prenez une balle de ping-pong que vous mettez juste au-dessus de la balle de tennis. Et vous lâchez ça d'une hauteur h. Quand les deux... Alors c'est une expérience en fait, en général que je réalise devant les élèves, mais bon là, dans les conditions actuelles, je ne vais pas pouvoir le faire, mais c'est assez joli à faire. Vous pouvez le faire chez vous, c'est pas très compliqué à faire. Lorsque le système ici tombe d'une hauteur h, vous vous souvenez, hein, la chute d'un corps ne dépend pas de la masse si on est dans le vide, si les frottements sont négligeables, donc on va supposer que c'est le cas ici parce que la hauteur est faible.
Alors, donc là, les deux balles ici vont arriver avec la même vitesse à peu près, au moment du choc, et cette vitesse, ce sera racine de 2GH, c'est la vitesse de chute libre. Pendant le choc, on peut décomposer le choc en deux. On peut d'abord dire que c'est la balle de tennis, par exemple, qui heurte le sol, puis ensuite la balle de ping-pong qui va heurter la balle de tennis. Alors, quand la balle de tennis heurte contre le sol, on a un choc. Alors, si le choc est élastique, ben, la balle de tennis va remonter avec une vitesse moins v. La balle de ping-pong, elle tombe avec une vitesse v. Donc là, on a une balle de ping-pong qui heurte une grosse balle lourde. Donc on peut appliquer la formule de tout à l'heure. V'1 égale 2V2 moins V1. Alors, 2V2 moins V1, c'est quoi? V2, c'est moins V. Donc 2V2 moins V1, c'est moins 2V moins V. Donc ça fait moins 3V. La balle de ping-pong va repartir vers le haut avec une vitesse qui vaut 3 fois la vitesse qu'elle avait avant. Et comme la vitesse, vous voyez, est proportionnelle à la racine carrée de la hauteur, ça veut dire que la hauteur d'ascension varie comme le carré de la vitesse. Donc si la vitesse est multipliée par 3, ça veut dire que la balle de ping-pong va atteindre une hauteur qui sera 9 fois plus grande que la hauteur initiale. H' égale 9H. Donc la balle de ping-pong va être propulsée à une très grande hauteur. Vous pouvez réaliser l'expérience avec une balle de ping-pong et une balle de tennis en les lâchant à peu près de 50 cm. Vous verrez, il est probable que la balle de ping-pong touche le plafond. Évidemment, en réalité, il y a pas mal de pertes d'énergie. La collision n'est jamais élastique. La collision n'est pas élastique entre la balle de tennis et le sol. Elle n'est pas non plus élastique entre la balle de ping-pong et la balle de tennis, ce qui fait que, évidemment, là, mon calcul est fortement idéalisé. Mais en pratique, on peut facilement atteindre au moins 4 fois la hauteur initiale. Voilà pour les collisions élastiques.